Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. La principale information nous vient donc du Burkina Faso où les premières inculpations sont déjà arrivées. L'un des avocats de la famille de Thomas Sankara a indiqué ce mardi qu'au moins 8 personnes ont été inculpées pour leur implication présumée dans l'assassinat de l'ex-président burkinabé. La mission d'observation de l'Union européenne pour l'élection présidentielle en Guinée a appelé ce mardi les candidats à recourir à la justice qu'à la rue. Je cite, il faut transférer le terrain des contestations qui peuvent avoir lieu en Guinée devant les juges au lieu de les faire vivre dans la rue, a déclaré Frank Engel, le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne en Guinée. Dans la deuxième partie de ce magazine tout à l'heure, nous réfléchirons sur l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration? Qu'est-ce que l'intégration réussie? D'entrée de jeu, nous sommes avec notre consultant Henri Tiki. Henri Tiki, bonsoir. Donc, je disais donc que dans une partie de ce magazine, nous réfléchirons sur l'intégration. Nous essaierons de comprendre ensemble ce que cette expression évoque chez les membres de la diaspora, ce que cela signifie. Qu'est-ce qu'une intégration réussie? Ensemble, nous allons déblayer le terrain. Question de voir dans quelle mesure donc cela peut être compris. Pour permettre à tout ce monde de pouvoir donc s'installer, on fait signe qu'Henri Tiki est avec nous. Il est là, il est parti. Alors pour vous accueillir et vous permettre donc de bien vous installer, vous êtes la bienvenue. On propose donc cette brève ponctuation musicale. Un peu de respect. Appelez-moi plutôt Excellence Chevalier Roga Roga. Voilà, je salue encore Jean-Dominique Okemba Morandambe. Evilando, Nyata. Le mystère existe parce qu'il y a des mystérieux. Romy Oyo, DJ Megowa, Mesmer Gonkama Mima, Achille Plantation, Abongi, Yelo Samba Panda. C'est moi. Ludovic Kabia, Benoît Tam Tam, Albin Lebanda, Remonti, Jovis Wapisi. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, pour ceux et celles qui prennent le train en marche ce soir, nous recevons dans ce studio Jean-Éric Sendé. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est international à la retraite de basketball. On va dire international à la retraite. À la retraite, avec l'âge, évidemment. Donc, jeune retraité. Et qu'aujourd'hui, vous êtes directeur des programmes de pédagogique à Action Basket Citoyen. Qu'est-ce qu'Action Basket Citoyen, Jean-Éric Sendé? Action Basket Citoyen, c'est une association d'insertion et d'éducation par le sport. Donc, le but est d'amener les jeunes des quartiers prioritaires
à pouvoir devenir des citoyens à part entière. D'accord, ça veut dire en fait que vous leur permettez de pouvoir aussi, pour ceux qui ne sont pas originaires d'ici, de pouvoir mieux s'intégrer. Et même ceux qui sont déjà là. Oui, et en plus, comme par hasard, ça va peut-être faire le lien avec le sujet dont nous allons traiter, c'est qu'en général, dans ces quartiers prioritaires, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes filles et garçons qui sont issus de l'immigration, donc qui sont souvent exclus des différentes pratiques sportives, qui sont exclus de la vie citoyenne. Et donc, avec l'entrée basket, nous allons à l'encontre de ces jeunes pour pouvoir régler ces questions. Très bien, on reviendra on reviendra sur toutes ces informations bien d'autres dans quelques instants. Le temps donc de faire le tour sur le continent et prendre le pouls via les ondes. Le week-end dernier s'est tenu donc ici à Lyon une rencontre de sensibilisation, une conférence donc pour sensibiliser l'opinion publique lyonnaise sur la situation politique du Congo. Et donc à cette occasion, Monsieur Boulos Lupino qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Comment allez-vous? Non, ça va très bien, merci. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir pour nous éclairer sur cette situation qui semble poser un tort à la majorité, au grand nombre de citoyens originaires du Congo-Brazzaville. Concrètement, pour bien préciser donc le cadre, c'est que le 25 octobre prochain, il y aura donc un référendum au Congo-Brazzaville. Le dit référendum a pour but donc de permettre à terme, M. Sassou Nguesso de se représenter comme candidat à la présidentielle. Pourquoi cela semble ne pas être de l'avis des Congolais? Oui, merci. Bon, d'abord, il faut rappeler que M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997 au terme d'une guerre fratricide dont plusieurs milliers de Congolais ont perdu la vie. Après son arrivée en 1997, il s'est fait une période transitoire qui a duré 5 ans, donc avec une constitution provisoire qu'on appelait l'acte fondamental. Donc ça, c'est la constitution provisoire à la sortie de la guerre, l'acte fondamental. À l'issue de cet acte-là, au Congo, on a fait une campagne assez longue et qui aboutit à la constitution actuelle. Donc, quand les partisans de M. Sassou parlent que c'est la constitution actuelle était provisoire, quoi. Non, la constitution après-guerre, la constitution d'après-guerre, c'était l'acte fondamental. C'est pas l'actuel. Maintenant, ceux qui ne sont pas pour sa nouvelle constitution, c'est que M. Sassou, après les 5 ans que les Congolais lui ont donné gratuitement, avec l'acte fondamental, il a fait le premier mandat avec la constitution taillée sur mesure de 7 ans. Donc la première période est passée. Maintenant, il est en deuxième période de 7 ans, dont l'issue est en 2016. Alors, maintenant, à la fin, tout ce que les Congolais souhaitaient, c'est qu'il prépare les élections pour son successeur. Alors, pendant qu'on attend ça, il lance le débat de changement de la Constitution, alors que si besoin y était, il peut mettre son candidat, il peut inscrire ce programme-là dans celui de son candidat, le candidat de leur camp, pendant la campagne. Il dit pour telle raison, bon, moi je vais, quand nous serons au pouvoir, on va modifier la Constitution. Là, ça serait acceptable. Or, c'est lui qui dit on change la Constitution, et puis il y a le référendum. Donc les gens disent qu'on ne change pas les règles du jeu pendant le match. Monsieur Boulos Lupino, excusez-moi de vous couper, mais j'aimerais comprendre ce qui semble, après avoir écouté les uns les autres, ici au niveau de la diaspora, ce qui semble poser problème, c'est le fait que M. Sassou Nguesso de nouveau puisse se présenter, c'est bien cela? Oui, mais justement, il change la Constitution pour qu'il revienne, c'est-à-dire on remet les compteurs à zéro. À zéro, très bien. Alors, voici ma question. Est-ce que pour vous, alternance au niveau des institutions rime forcément avec stabilité? En ce sens que, voilà quand même quelques années que M. Sassou Nguesso est là et qu'il y a quand même, on va le reconnaître, qu'il y a la paix au Congo-Brazzaville. Non, ça, le point de paix au Congo-Brazzaville, la paix d'abord, il faut dire, qui a menacé
la paix au Congo? Pourquoi il y a eu la guerre en 97? Donc quand on dit qu'il y a eu la paix, il y a eu la paix. Mais la paix, c'est quand M. Sassou Nguesso a perdu le pouvoir en 97, en 92, le pays, le pouvoir qui était en place est resté sous pression tout le temps avec des problèmes. En d'autres termes, pour mieux comprendre, vous me laissez entendre que le fait qu'il y ait eu une instabilité après le départ de Sassou Nguesso a un lien directement avec sa personne, en sens que c'est lui qui a alimenté cette instabilité, c'est ça? Cette tension? Mais bien sûr, quand on parle de la paix, ça c'est tout simplement, c'est vraiment l'escroquerie. La paix, il y a instabilité au pays quand M. Sassou n'est pas au pouvoir. Donc, voilà. Donc on ne peut pas soumettre la vie d'une nation à un individu. Chaque fois, quand on dit que c'est pour cela qu'à tout moment il agite ça, et que comme lors de la journée de samedi 10 là, il y a une dame qui dit mais pourquoi M. Sassou rappelle toujours la guerre de 97 au lieu de faire référence au bon moment de la vie où les gens ont de la joie. Or, en 97, dites-nous un peu, c'est vrai qu'il y a eu des bons moments, mais est-ce que vous ne notez quand même pas que le temps qu'il a passé à la tête de l'État congolais a apporté un calme et que le risque, c'est effectivement, c'est de retomber dans cette instabilité-là? Non, c'est faux. C'est faux. S'il y a trouble au Congo un jour, s'il n'est pas, c'est parce que c'est celui qui va fomenter des problèmes. Ah, vous le faites déjà pour cette intention alors? Non, ça n'a pas l'intention, ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Alors pour comprendre, est-ce que vous pensez que votre discours, voilà, tous les actes qui sont posés aujourd'hui au niveau de la diaspora, au niveau de Lyon par exemple, ont une réelle influence sur la vie politique au Congo? Mais vous posez cette question-là. Vous savez bien que quand il y a les problèmes dans un pays, l'extérieur a toujours une influence. L'extérieur a toujours une influence. Bon, pour prendre un truc banal, quand le général de Gaulle a lancé l'appel, il n'était pas en France, il était à Londres. Hein. Mais en termes de moyens, aujourd'hui, on sait que M. Nguesso tient le pouvoir des mains de fer au Congo-Brazzaville. Oui, mais il n'est pas le premier au monde qui a tenu le pays de main de fer. Toutes les dictatures ont été vaincues, malgré les armes, malgré ceci. Ça, c'est l'illusion pour rien. Et puis, même en termes dialectiques, tout a un début, tout a une fin. Hein. Donc, il a beau faire, même naturellement, il connaîtra la fin. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bloss-Lopino. Non, s'il vous plaît. Allez-y. Non, c'est parce que vous dites le changement. Qu'est-ce qui motive? Parce que là, vous n'allez pas au fond. Qu'est-ce qui motive? Allez-y donc, M. Bloss, que vous êtes là. Le changement. Vous voyez, moi, j'ai devant moi ici le projet de constitution que M. Sassou Nguesso veut mettre dans le pays. Il y a l'article 10 qui dit ceci. Sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. Oui. Oui. Mais ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au Congo. Il y a eu des assassinats. Donc, on ne peut pas gérer l'impunité dans un pays. Alors, quel problème cette proposition-là pose aujourd'hui? Cette proposition-là. Le Clairement. Vous savez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu une affaire qu'on appelle les disparus de Beach? Mais je veux comprendre pourquoi ce point précis de la proposition de constitution que vous venez de citer, en quoi cela pose problème? Ça pose problème parce que le prochain pouvoir se protège des crimes. Quel crime? Enfin,
quand vous parlez de l'Afrique, mais il faut bien suivre ces Monsieur Blaise Lupino, moi, je prends l'exemple seulement d'une affaire très en vogue, même ici en France, dans la justice française, l'affaire des disparus de Beach. Donc, il y avait, après la guerre, il y a les gens qui rentraient à Brazzaville, et on les a tous ramassés, près de 400 personnes qui ont disparu. C'est une affaire grave. Oui. Donc, alors, introduit un tel article, alors qu'il y a des plaintes à la Cour pénale internationale, c'est pas normal. Les gens se couvrent. Est-ce que vous êtes en train de me faire comprendre que la justice congolaise n'est pas capable de juger ses fils? Mais il n'y a pas de justice là-bas, vous savez bien. Dans les pays du tiers-monde, vous avez vu la justice. Laissez-moi comprendre. Oui. Vous dites que dans le projet, il y a un point qui stipule que les fils et filles du Congo, pour le dire en termes plus simples, les fils et filles du Congo ne seront pas extradés pour être jugés auprès des tribunaux en dehors de leur pays. Je pense que alors pour refaire un peu la logique, ça veut dire que si demain M. Ngexo n'est plus au pouvoir et qu'il y a une justice autre que la sienne, il peut répondre de ses faits, ou bien lui, comme bien d'autres, peut répondre de leurs actes devant la justice congolaise. C'est qui est une chose. Mais je vous dis, la justice congolaise n'existe pas. Elle n'existera jamais. Non, dans le futur. Il faut mettre les démocrates, les gens qui ont une certaine idée de l'État, pour qu'il y ait une justice. Il faut remettre aujourd'hui, tous les crimes, personne ne répond. Bien. Personne ne répond. Et puis, vous voyez encore, il y a encore un autre article 96, qui dit ceci. Aucune poursuite pour des faits qualifiés crimes, écoutez bien, hein, aucune poursuite pour des faits qualifiés crimes ou délits ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Vous voyez? Dites-moi. Donc on crée une république de l'impunité. Le président de la République peut avoir tué les gens, l'argent, il a tout bouffé, on ne peut pas le poursuivre. Dites-moi, monsieur Boulos, là, on va vers un référendum, et un référendum, c'est une élection, enfin, c'est un vote, d'accord? On va solliciter le vote des Congolais et des Congolaises. Pour vous, les dés sont pipés d'avance, c'est ça? Et puis, c'est parce que même le vote en question, il y a pas de transparence? Bon, mais la transparence ne peut pas exister. C'est que aujourd'hui, nous avons au Congo là-bas, il y a un problème de gouvernance électorale. C'est-à-dire les listes électorales, on a truqué beaucoup de choses là-bas. Monsieur Blaise Lupino, les gens exigent ceci. Là-bas, au Congo, les gens exigent qu'on revienne d'abord au problème de la gouvernance électorale. Si je comprends bien, M. Blaise Lupino, en fait, pour vous, le Congo-Brazzaville aujourd'hui vit est dans une opacité où il ne sortira pas demain, c'est ça? Ah oui. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc à ceux qui prennent le train en marche que maintenant que M. Blaise Lupino est artiste, musicien d'origine congolaise et qu'il a occupé des responsabilités dans l'administration congolaise. Il nous éclairait sur la conférence qu'il y a eu le week-end dernier pour sensibiliser l'opinion publique internationale, particulièrement lyonnaise, sur le référendum qui aura lieu le 25 octobre prochain au Congo-Brazzaville. Au Burkina Faso, nous nous rendons. L'un des avocats de la famille de Thomas Sankara a indiqué ce mardi qu'au moins 8 personnes ont été inculpées pour leur implication présumée dans l'assassinat de l'ex-président burkinabé. Selon maître Benewende Stanislas Sankara, parmi les inculpés, il y a des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, RSP. Par ailleurs, le juge d'instruction a présenté ce jour les rapports d'autopsie et de balistique qui devaient être rendus publics le jour du coup d'État manqué le 17 septembre dernier. Un autre avocat de la famille Sankara a indiqué que la dépouille présumée de l'ancien président du Faso avait été, je cite, criblée de balles. Au niveau des impacts, ce qu'on a pu relever en ce qui concerne le cas de Thomas Sankara, c'est vraiment ahurissant. On peut dire qu'il a été purement et simplement criblé de balles, a déclaré Maître Ambroise Farama.
En Guinée, l'Union européenne appelle à la sérénité. La mission d'observation de l'Union européenne pour l'élection présidentielle en Guinée a appelé ce mardi les candidats à recourir à la justice plutôt qu'à la rue. Il faut transférer le terrain des conversations qui peuvent avoir lieu en Guinée devant les juges au lieu de les faire vivre dans la rue, a déclaré Franck Engel, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Guinée. Il a également vivement critiqué l'impréparation de la Commission électorale nationale indépendante. Le jour du scrutin, les fortes difficultés logistiques et organisationnelles ont confirmé l'impréparation de la CENI. La commission électorale a déploré M. Engel. Hier lundi, les 7 adversaires du chef de l'État sortant Alpha Condé à la présidentielle ont réclamé l'annulation du premier tour sans attendre les résultats provisoires. Nous demandons son annulation et nous ne reconnaîtrons pas les résultats qui vont être issus de ces urnes, avait affirmé le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo, promettant de mobiliser ses partisans dans la rue pour se faire entendre. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, il faut faire comprendre aux jeunes que quand on vit dans un pays, il faut respecter alors ce pays-là. Nous sommes rentrés dans la deuxième partie de notre magazine consacrée au débat radiophonique. Dans le cadre de notre réflexion de ce mois, on essaie de comprendre ce que c'est que l'intégration. Qu'est-ce qu'une intégration réussie? Avant de rentrer dans le vif du sujet, notre invité de studio s'appelle Jean-Éric Sendé, international de basketball à la retraite déjà. Aujourd'hui, il est militant associatif et directeur des programmes pédagogiques à Action Basket Citoyen. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, en quoi consiste l'action de votre association sur le terrain? Alors, notre association Action Basket Citoyen, le but, c'est l'éducation, l'insertion, donc l'intégration, justement, des jeunes filles et garçons de la métropole lyonnaise qui sont dans ce qu'on appelle les territoires en contrat urbain de cohésion sociale, pour ne pas utiliser le mot pompeux qui est la politique de la ville. Donc, l'État, les collectivités mettent des moyens dans ces quartiers pour qu'on puisse rapporter la cohésion, pour qu'on puisse amener plus de cohésion, pour qu'on puisse amener plus de citoyenneté, plus de civisme. Quand on parle de plus de cohésion, concrètement, ça signifie quoi? Sur le terrain, c'est quoi concrètement on parle de cohésion? Justement, on parle de cohésion parce que nous, aujourd'hui, on a l'impression que les populations sont de plus en plus en train de s'individualiser. C'est vraiment chacun pour soi, chacun dans son coin. Le repli sur soi, c'est ça? Le repli sur soi. Pour ne pas dire même le repli identitaire aussi. Le repli sur soi,
les communautés n'arrivent pas à vivre ensemble sur certains territoires. Donc, par le basket, par le sport, le basket en particulier, nos actions amènent un peu amènent un peu toutes ces solutions. Donc, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que Action Basket Citoyen fait? On part du principe que le sport est un facteur d'insertion, d'intégration. Donc, dès le bas âge, on intervient sur tous les temps de l'enfant, c'est-à-dire dans le temps scolaire, comme par exemple à l'école Charles Péguy dans le 8e, qui est un quartier en politique de la ville. Nous avons mis en place le programme Basket, Sciences et Citoyenneté. Ce programme permet donc de montrer l'utilité des apprentissages scolaires dans le quotidien des enfants qui est le jeu. Ça nous permet aussi de lutter contre le décrochage scolaire. Nous intervenons aussi sur d'autres territoires dans le cadre des études sportives, avec la nouvelle réforme des rythmes scolaires, donc le périscolaire où nous avons des éducateurs qui interviennent aussi. Et enfin, pour être vraiment dans un schéma de cohérence territoriale, nous intervenons aussi sur les temps extrascolaires qui sont pendant les vacances scolaires et les mercredis après-midi. D'accord. Donc, en bref, nous avons un homme de terrain qui est parmi nous ce soir, qui nous éclairera par son expérience. En préparant cette émission, nous avons arpenté les rues de Lyon. Nous avons voulu savoir ce que les uns et les autres pensent du mot intégration. Nous écoutons donc. Moi, la définition de l'intégration, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire? C'est-à-dire accepter de vivre au sein de la République avec les devoirs et les je dirais les devoirs et les... Alors, sans entrer dans le détail, est-ce que vous vous sentez intégré aujourd'hui en France? Oui. Comment pour vous, aujourd'hui, vous êtes intégré comment? Par le travail. Dans toute société, l'intégration passe par le travail. Je vous remercie. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire? Ça veut dire que tu es dans une nouvelle société, tu essaies de mélanger avec les autres sans perdre ton propre identité. Est-ce que vous vous sentez intégré vous-même en France? C'est un travail en progrès. Donc vous n'êtes pas intégré aujourd'hui? Je dirais que c'est toujours un travail, on vit tout simplement et... C'est un travail de chaque jour. Oui, c'est un travail de chaque jour, tout à fait. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Bien, le décor est implanté. On a entendu ce que les uns et les autres pensent donc de l'expression intégration. Et apparemment, dans les hôtels, nous ont rejoint le premier qui est en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je suis Christelle Messi. Bonsoir Christelle Messi. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Paris. Bien. Selon vous, qu'est-ce que l'intégration? Alors, selon moi, l'intégration, c'est le fait de vivre dans une société, dans un groupe, et de se conformer aux règles de vie de ce groupe ou de cette société ou de cette république. Ça dépend maintenant du contexte dans lequel on prend le mot intégration. Si c'est l'intégration au sein d'un pays, comme c'est le cas aujourd'hui? Voilà, donc c'est entrer dans ce pays, se conformer aux règles de vie de ce pays, de vivre en collaboration et en communion avec les règles qui régissent cet endroit où nous vivons. Voilà. Alors, Christelle Messi, est-ce que vous-même vous êtes intégrée aujourd'hui? Moi, je suis complètement intégrée, oui. Complètement. Expliquez-nous. Déjà par le travail, parce que j'ai fait toutes mes études en France, j'ai intégré des grandes sociétés, ce qui fait que l'intégration a été complète du fait de ma profession, en fait. Alors, si on comprend bien, pour vous, l'intégration, c'est sur le plan professionnel, mais sur le plan culturel, par exemple? Eh bien, l'intégration passe aussi par le fait de participer à tout ce qui est culturel dans le pays. Par exemple, lorsqu'on a des grandes organisations, des grands événements comme les grandes foires du pays, aller voir ce qu'il se fait au niveau de l'agriculture, de la culture, de la musique. Ça passe par tout ça. C'est pas seulement le travail, c'est aussi la façon de vivre de ces gens, leur culture en général.
Ça passe par le fait, par exemple, d'aller participer à un grand forum et voir, par exemple, quand il y a le forum de Paris sur l'agriculture, d'aller regarder un petit peu ce qui se fait également dans ce pays pour voir comment ces gens vivent par rapport à nous qui venons de l'extérieur. C'est aussi Christelle ça, Messi, l'intégration. ça, je l'ai compris. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que le fait d'être parmi les autres, pour vous, c'est être intégré, c'est ça? Est-ce que le fait d'être parmi les autres, c'est-à-dire, vous voulez dire les autres citoyens français? Oui. Bien sûr. Très bien. Vous restez parmi nous? Bien sûr. Restez avec nous, ne quittez pas. Apparemment, il y a un autre auditeur qui a pris le relais, qui est en ligne avec nous. Madame ou monsieur, bonsoir. Allô? Monsieur, madame, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Douchimé. Vous appelez d'où? J'appelle de Lyon, je suis le président de l'OJAL. L'OJAL, c'est l'organisation de la jeunesse afrodescendante de Lyon. Bien. Qu'est-ce que l'intégration selon vous? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Et il y a des choses évidentes comme le fait que oui, on s'intègre par le travail ou le sport. Parce que c'est ce qui permet d'avoir des règles communes et de faire la même chose en fait. Le travail, il y a un code du travail, vous faites la même chose que vos collègues. Ceci étant dit, ça ne suffit pas. Et là où ça devient vicieux, c'est qu'en France, on ne parle pas d'intégration aussi stricte que ça, on parle d'assimilation. C'est-à-dire? Donc, vous ne vous intégrerez jamais tant que vous n'êtes pas assimilé. Assimilé, c'est-à-dire, les exemples qu'on a aujourd'hui de personnes assimilées et successful, si on peut dire, c'est des exemples comme les journalistes Audrey Pulvar, par exemple. Ou en fait les noirs que vous voyez à la télé, quoi. Ah, soyez plus clair, hein, je veux comprendre. Les noirs que vous voyez à la télé. Parce que je suis un noir, mais moi je suis un noir, mais derrière un micro. Ça veut dire qu'en quoi sont-ils intégrés et nous autres on ne l'est pas? C'est-à-dire que il faut renoncer à parler de vos origines. Il faut renoncer à vous exprimer en tant qu'Africain, vous exprimer en tant que Français. Hollande l'a dit il n'y a pas longtemps, monsieur le président François Hollande a dit que la France ne connaissait pas de race, ne connaissait pas la couleur. Et donc, à partir de là, vous n'êtes qu'un simple citoyen, mais on vous rappellera toujours que en fait, vous avez des origines. Donc vous allez devoir en parler, mais sans trop vous y accrocher, quoi, sans vous enraciner là-dedans. Ma question est la suivante. Quel mal y a-t-il à ce qu'on vous rappelle que vous avez des origines? Il n'y en aurait pas si on demandait à tout le monde. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un, vous ne dites pas est-ce qu'il est breton, est-ce qu'il est alsacien, est-ce qu'il est... Vous voyez. Mais dites-vous que de Chimay, excusez-moi de vous couper. C'est automatique, on nous demande d'où on vient. Ce qui ne pose pas de problème personnellement, parce que moi je suis fier d'où je viens et je le dis. Parce que vous venez d'où? Je viens du Rwanda. Bien. Mais si je commence à vivre à la rwandaise, ça va poser un problème. Et le problème, c'est que les mêmes qui prônent l'assimilation ne le font pas quand ils sont chez nous. C'est-à-dire, ils s'appellent expatriés. Ici, nous, on est des immigrés, n'est-ce pas? Là-bas, ils sont expatriés. Ils arrivent, et ce n'est pas eux qui s'intègrent par le travail, c'est eux qui proposent le travail dans lequel nous, on doit s'insérer chez nous-mêmes. Vous comprenez? Oui. Et ces gens-là ne se fondent pas dans la masse comme on aimerait qu'on le fasse ici. Et on ne parle pas de communautarisme quand ils se rencontrent, vous voyez. Alors, de Chimay, c'est là où j'interpelle, soit de vous couper. C'est quelque chose de négatif, vous voyez. Je vous coupe et je veux comprendre. Vous êtes responsable aujourd'hui de l'association, vous avez dit OJAL, Organisation de la jeunesse afro-descendante de Lyon. Est-ce que dans le cadre de vos réflexions, vous posez des questions comme celles que vous venez de poser là? Effectivement, oui. Si vous allez sur le site ojal.info, vous allez voir plusieurs choses qui montrent à quel point nous sommes reconnus en tant que communauté, si vous voulez, par les annonceurs, par les entreprises, parce que nous sommes un marché, mais nous ne sommes pas reconnus en tant que tels par les politiques. Donc il y a un deux poids deux mesures, vous voyez. Il y a des gens à qui on concède la communauté comme étant quelque chose de positif. Par exemple, il y a des communautés très organisées dans ce pays et qui ne posent aucun problème, et voilà. Et d'autres pour qui il y a des problèmes parce que c'est du communautarisme et
c'est des gens qui rechignent à s'intégrer correctement. Bien que ces gens-là aient du travail, et, vous voyez. Je vous coupe parce que nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Jean-Éric Sendé, qui est international de basketball à la retraite et qui aujourd'hui œuvre sur le terrain dans Action Basket Citoyen. Quelle est votre réaction face à ce que viennent de dire les précédents panélistes? Oui, bonsoir. Déjà, j'ai une remarque à faire qui est très importante, ce que tu as dit, ce que vous avez dit, pardon. Quand des habitants, des Français d'origine étrangère sur le territoire français se regroupent pour faire des choses entre eux parce que l'exclusion est là, les portes sont fermées, tout de suite, on nous traite de faire du communautarisme. Par contre, ces mêmes personnes, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ne se voient pas quand ils sont à l'étranger. Moi, je suis d'origine camerounaise, je suis fier de l'être aussi, et je vais très souvent au Cameroun. On retrouve ces mêmes phénomènes. Donc, en fait, je pense que le problème, il est faux. Après, sur l'échiquier politique, il y a des gens qui s'en servent pour en faire leur fonds de commerce, mais s'intégrer, c'est ce que tout le monde a dit, c'est de vivre ensemble, c'est décoder les codes de la société où l'on vit actuellement en gardant sa propre identité. Aujourd'hui, voilà, moi je suis camerounais d'origine, voilà, je me sens français parce que ça fait plus de 30 ans que je vis en France, je me sens français, mais on ne peut pas m'enlever mes origines camerounaises. Mais alors, donc, le problème se situe là. C'est qu'il faut toujours qu'on s'assimile à des personnes qu'on n'est pas. Moi, je préfère qu'on dise les choses clairement. Qu'on arrête de dire aux gens, oui, vous êtes tous français, etc. Non. Vous êtes français d'origine. Voilà. Et puis, c'est clair. Comme ça, chacun sait qui n'a pas des origines françaises. Et puis, ça les permet aussi de savoir d'où on vient. Vous imaginez tous ces gamins que moi, je touche dans les quartiers. Ils sont nés en France, ils connaissent même pas leur pays. C'est grave, ça. Je vous coupe. Et là, je reviens sur ce qu'a dit la première intervenante qui est toujours là. Christelle Messi, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Voilà, vous avez dit que vous êtes là depuis très longtemps. Vous avez étudié ici et que vous travaillez dans des grandes entreprises. Vous participez par exemple à la Foire de Paris. Oui. C'est très beau, mais il y a un pan culturel. Ça veut dire ce que vous portez en vous comme bagage culturel semble ne pas exister dans votre processus d'intégration, par exemple. Christelle Messi. Est-ce que vous pouvez me répéter la question? J'ai dit, quand vous parlez de votre processus d'intégration, si je puis m'exprimer ainsi, vous mettez en avant le fait d'être venu depuis très longtemps, vous avez étudié ici, vous avez eu, je dirais même, la chance, parce que ce n'est pas donné à tous ceux qui viennent d'ailleurs, je veux dire, ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne surtout, de pouvoir intégrer certains milieux. Oui. Vous le mettez en avant, mais cependant, l'aspect culturel, c'est-à-dire ce que vous avez, vos couleurs et j'en passe, votre accent, voilà, cela semble ne pas exister. C'est comme si en fait il y avait une sorte de renoncement. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, pour essayer de vous expliquer, je pense que nous devons faire ressortir notre identité dans les moments où nous sommes avec nos personnes à nous ou dans des milieux où nous pouvons le faire sans avoir autour de nous des personnes qui vont mal le prendre. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque je vais travailler, je ne vais pas m'habiller en boubou. Et pourtant, je porte des boubous lorsque je suis chez moi ou lorsque je sors dans la rue avec mes enfants. Ça ne dérangera personne parce que je suis dans un cadre public. Mon accent, mon identité, je la fais ressortir lorsque je suis dans un environnement qui est propice à ces choses-là. Mais Christelle, si par exemple, vous, quand vous parlez, votre accent n'existe plus aujourd'hui. Vous n'en avez même pas du tout. Je peux très bien le prendre. Je peux le prendre quand je veux. Allez-y, vous pouvez essayer, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Essayez, je peux même vous parler dans ma langue, si vous voulez. Ah, très bien, on a compris. On a compris, voilà. Très bien. Donc, en fait, c'est à nous d'en jouer. C'est à nous de faire en sorte que cette identité que nous avons ne devienne pas un poids pour les autres, si je puis m'exprimer ainsi. C'est une richesse de surcroît que nous avons. Très bien. Pouvoir avoir cette double culture. Merci Christelle Messi. Il faudrait l'exploiter à bon escient. On a compris. Christelle Messi, je ne sais pas si notre consultant nous a rejoint, Henri Tiki. C'est là. Allô? Oui, je suis Bonsoir là. Henri Tiki. Vous êtes, bonsoir. Je vous présente, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes notre consultant. Ce soir, j'aimerais comprendre pourquoi, dans la démarche d'intégration, on a le sentiment que
un aspect de l'identité de celui qui, on va dire, s'intègre ou bien qui intègre une société. Il y a un aspect de son identité qui s'efface pratiquement. Tout à l'heure, par exemple, Christelle Messi, qui nous appelle de Paris, lorsqu'elle s'exprime, il n'y a pas de mal. Son accent, comme elle le dit, c'est Oui, oui, allez-y. J'ai écouté avec attention et ça m'a beaucoup fait rigoler, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai écouté Christelle Messi, j'ai écouté tous les autres auditeurs. Ce que je peux dire, c'est que il faut que Mademoiselle Messi comprenne, Madame Messi, excusez-moi autant. Comment vous savez que Mademoiselle, c'est une dame, attention. L'intégration est un processus d'incorporation d'un élément dans un autre, accompagné d'une transformation réciproque des deux éléments vers l'unité. Alors quand elle dit il ne faut pas que son accent, il ne faut pas que son boubou soit un poids pour les autres, ça veut dire qu'elle est en train de s'assimiler. Les autres ne sont pas en train de prendre ce qu'elle a pas, puisque c'est une richesse. Pourquoi elle s'empêche de parler avec son accent? Pourquoi elle s'empêche de porter son boubou? Excusez-moi de vous couper, ce n'est pas un empêchement. Ce n'est pas du tout un empêchement. Pourquoi vous pensez que c'est un poids pour les autres, votre accent? C'est que je l'ai simplement perdu. Ça fait vous n'avez pas perdu 30 votre ans accent, que madame. je suis en France. Je l'ai perdu. Ce n'est pas quelque chose que je fais sciemment. C'est que je l'ai simplement perdu. Et je ne vois même pas en quoi l'accent détermine la personne. Ce qui détermine une personne, c'est sa personnalité. Ce n'est pas son accent. On est d'accord. Ce n'est pas parce que j'ai un accent camerounais que ça détermine qui je suis. Nous sommes d'accord. C'est vous qui avez parlé d'accent et vous avez dit ceci. Il ne faut pas que ce que vous êtes soit un poids pour les autres. C'est bien ce que vous avez dit, madame. J'ai parlé, en ce moment-là, je parlais de mon habillement. Je ne parlais plus de mon accent. Que mon accent n'est en aucun cas un poids pour quelqu'un. Je parlais de l'habillement. Par exemple, votre habillement. Henri Tiki. Est-ce que décemment, vous pouvez vous lever un matin et partir au travail en boubou? Bien, excusez-moi, Henri Tiki, excusez-moi, Christelle, j'aimerais qu'on ait la parole à Jean-Luc Sendé. Henri, Christelle, il faut comprendre des choses. La première des choses, c'est que vous allez dans des pays anglo-saxons, vous allez en Angleterre, par exemple. En Angleterre, vous allez voir un flic avec son boubou, avec son... Ben oui. Voilà, donc ça pose pas de problème. Après, ça dépend de la tolérance des pays où on vit, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Deuxième chose, bon, moi, par mes activités de sportif, moi, j'ai côtoyé des gars, des Américains, des Russes. Il n'y a jamais eu ce problème d'accent. Voilà. Il n'y a jamais eu. Vous allez entendre si vous voulez, quand l'Américain vient en France parler avec son accent américain, ça ne gêne personne. Mais quand nous, les Africains, on a un peu d'accent africain, mais il y a toujours des gens qui sont en train de se moquer de nous. Donc, il y a un problème aussi de complexe. Si vous voulez, l'accent africain, ça fait rigoler, ça fait, entre guillemets, peut-être pas sérieux pour certains, alors que l'accent américain, ça fait le rêve. Oui. Donc voilà, donc il y a déjà ce problème. Donc moi je pense, je l'ai dit, je maintiens, qu'il faut qu'on apprenne à rester nous-mêmes. Voilà, moi, je travaille dans certains milieux. On sait, Jean-Éric, c'est le Camer. Point. Final, c'est tout. Bien. Alors, sur cette question, nous aurons l'avantage de recevoir la semaine prochaine le préfet délégué à l'égalité des chances, c'est-à-dire le délégué du préfet, et qui saura nous expliquer... Comment? C'est la préfète, c'est nouvelle. Oui, la préfète. Ouais. Donc, merci. Donc, en fait, qui viendra nous expliquer ce que la France entend par intégration. Merci beaucoup à Christelle Messi d'avoir contribué à notre débat. Merci à vous. Et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Henri Tiki, on arrive inexorablement au terme de notre magazine. Comment expliquez-vous qu'effectivement, malheureusement, l'accent de l'américain n'est pas moqué, l'accent du russe n'est pas moqué, l'accent de l'anglais n'est pas moqué, et celui du petit africain est tout le temps tournant en dérision. Pourquoi? Il faut dire sincèrement que c'est ceux qui sont dans l'inculture, l'idiotie et l'ignorance qui se moquent de l'accent africain, parce que eux-mêmes, ils ont un accent, tout le monde a un accent. Donc on ne peut pas, nous, Africains, se complexer d'une moquerie d'une personne inculte en face de nous. Donc il ne faut pas que notre accent soit un poids pour nous. Il faut l'apprécier, il faut l'adopter, il faut l'exprimer avec beaucoup de fierté, tout simplement. Merci beaucoup, Henri Tiki. Merci, Henri. Avant de conclure, apparemment, il y a un dernier auditeur qui nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, Juvenal Noël, Vivien Gattuizi. Bonsoir, Vivien Gattuizi. Dites-nous. Oui, effectivement, donc je tiens déjà à remercier en fait Jean-Éric Sendé qui est sur le plateau et également les intervenants qui ont pris la parole en fait. Je pense Monsieur Tiki et le monsieur de l'association
Jade, je pense. Donc et c'est vrai que Christelle, j'ai également... qui nous a quittés aussi, oui. Tout à fait. Donc, par contre, j'ai également écouté la dame qui est intervenue, Madame Messi, donc qui m'a fait bondir en fait de mon fauteuil. Bah oui. Donc, je pense que je rejoins totalement les positions de Monsieur Tiki et de Monsieur Jean-Éric Sendé concernant justement le fait qu'il faille effectivement, je veux dire, exister en tant que tel, sans pour autant justement cacher ce qu'on est. Donc, je pense que c'est la différence qui fait que l'autre aussi arrive à s'enrichir. Merci beaucoup Vivien. Donc, on retiendra cela que la différence n'est pas une richesse et on encourage les uns les autres donc à se présenter tels qu'ils sont, mais précisons qu'il n'est pas évident pour celui qui arrive effectivement lorsque ce qu'il apporte est moqué, c'est-à-dire lorsqu'on se moque de son accent ou de son habillement, c'est pas toujours évident effectivement de l'imposer. Bien, enfin dernier tour, Aritiki, pour le mot de la fin. Tout simplement, je dis restons fiers. Portons nos boubous, parlons avec notre langue d'origine. Ce n'est pas une assimilation, c'est un échange, c'est une adaptation à la culture de l'autre et l'autre aussi doit prendre de notre richesse. Donc, il faut parler sans complexe et il ne faut pas regarder les idiots et je dis bien les incultes qui se moquent. Merci. Même si ce n'est pas évident, il faudrait que les auditeurs retiennent qu'il faut faire l'effort de parler comme un peu a parlé notre auditeur tout à l'heure. Elle sait parler ainsi et j'espère que Jean-Éric aussi pourra parler de cette manière-là. Alors Jean-Éric, vous parlez comme un Gaulois maintenant? Bon, moi je peux parler toutes les langues avec tous les accents possibles. D'accord, très bien. Le problème c'est pas là. Le problème c'est moi je repars dans ces quartiers où on a de tout. On a des jeunes Français de souche, si je peux me permettre d'employer ce mot. On a des Français d'origine subsaharienne. On a des Français d'origine nord-africaine. Et ces enfants, dès le bas âge, justement, nous, avec le sport, on leur apprend la tolérance. Donc, les problèmes d'intégration, il faut d'abord être tolérant, accepter l'autre tel qu'il est. Et sur tous les territoires, il y aura de moins en moins de soucis de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup à Jean-Éric Sendé qui a accepté de jouer le jeu avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous êtes international de basket à la retraite et que c'est aujourd'hui directeur des programmes pédagogiques à Action Basket Citoyen, qui est une association qui aide les jeunes des milieux défavorisés à s'intégrer par le sport. Amis auditeurs, notre magazine arrive donc à son terme. Merci beaucoup de votre contribution. Nous reviendrons la semaine prochaine, nous réfléchirons ensemble de nouveau sur l'intégration. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'intégration? Qu'est-ce que l'intégration réussie? Nous aurons donc le privilège d'avoir donc le préfet délégué à l'égalité des chances qui nous dira ce que l'État français entend par intégration. Pour nous accompagner donc à la technique et à la réalisation de ce magazine, c'est Céline Nessi Boulokoué. Dans vos délicates oreilles, je suis votre humble serviteur, Juvenal Noël. Rendez-vous est pris pour mardi prochain à la même heure. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio Pluriel.